Voilà, alors après toutes ces dates législatives, ben, on va voir des élites locales apparaître. Bon, bien sûr, le bassin industriel Belfort-Montbéliard, ben, c'est avant tout Japy. Ça existe depuis le XVIIIe siècle. Les Peugeot qui commencent à passer du moulin à farine à la fabrication des aciers. Et là, on va voir dans ces milieux-là apparaître un bouillonnement d'idées qui va être commenté par un personnage qui est un docteur en médecine à beaucoup, mais qui est aussi trempe dans les industries. Il fait les deux métiers en quelque sorte. Et puis, président de la Société d'émulation de Montbéliard en 1855, vice-président ensuite. En 1882, le docteur Muston va écrire un bouquin d'ethnologie qui est remarquable par l'intérêt qu'il porte justement au système coopératiste. Il va voir un petit peu ce qui se passe chez Japy. Et il va citer carrément que chez Japy, mais c'est merveilleux, parce que voilà un patron qui a tout compris de l'économie sociale. Et on nous explique les horaires de travail qui sont quand même assez lourds, qui ne laissent pas beaucoup de loisirs, un petit peu pour aller gratouiller dans le jardin, mais il y a une organisation interne qui est quasiment phalanstérienne, mais à la mode patronale, c'est-à-dire pas d'association. Monsieur et Madame Japy président au repas des ouvriers, Madame Japy préside au repas des femmes, les hommes et les femmes sont séparés pour les bonnes mœurs, et puis pour accentuer ces bonnes mœurs, les patrons eux-mêmes vont faire des discours édificateurs et religieux, on va prier, on va beaucoup prier à ces réunions collectives qui suivent les repas, et particulièrement le dimanche. Il y a un ouvroir pour les dames, et puis les ouvriers sont logés, mais on veille aux bonnes mœurs. Et puis, Frédéric Japy avait compris, nous dit Muston, une organisation complète. C'est ainsi qu'il créa un grand magasin d'approvisionnement. Linge, toile, vêtements, droguets, d'une espèce d'étoffe, des blouses, de l'épicerie, du café, de la chicorée, du sucre, de l'huile, des savons et des vins. Et il y avait même un magasin d'outils, des limes et tout cela. Enfin, la boulangerie qui fournissait le pain nécessaire à toute la colonie ouvrière. Ce sont les termes qu'emploie Muston. Donc on voit que là, le phalanstère, c'est quand même pas tout à fait tel que ça a été défini par Fourier et ses successeurs dans les colonies qu'il y avait au Texas, par exemple. Frédéric Japy achetait toutes les fournitures, tous ses approvisionnements à de grandes maisons de gros. Il supprimait ainsi tous les intermédiaires et comme il payait comptant, il avait encore l'avantage des remises. Il avait ainsi, suivant Muston, résolu le problème de la vie à bon marché dont bénéficiaient tous ces ouvriers qui, bien nourris, bien logés, recevaient encore une paye qui était faite le dernier jour du mois. Chaque ouvrier avait son carnet sur lequel établit son compte, savoir d'un côté le prix de son travail, de l'autre ses dépenses, le prix de sa pension, des fournitures, etc. Le docteur Muston précise que ces renseignements lui ont été fournis par Fritz, Louis et Pierre Japy, qui sont les fils et successeurs, et par un nommé Lépée de Sainte-Suzanne, qui va créer sa propre société d'horlogerie. L'ancien président de la société d'émulation va même se révéler un prodigieux utopiste, en écrivant les réflexions d'un penseur sur les questions sociales, considérations générales et phases successives des questions sociales. Il va tout d'abord, en bon historien, définir de 1830 jusqu'au moment où il s'exprime, en 1860 et quelques, la question sociale est passée par plusieurs phases successives. En premier, il y a eu la charité, sous le règne de Louis-Philippe. Les grands industriels et le gouvernement avaient instauré des moyens palliatifs au paupérisme. La charité, l'aumône, les œuvres de bienfaisance, les secours à domicile, les monastères, les hôpitaux, les hospices, les bureaux de bienfaisance, les refuges, les dépôts de mendicité, les sociétés de patronage, les colonies pénitentiaires, les secours médicaux, les médecins cantonaux qui avaient été institués, des crèches, des salles d'asile, la société de couture pour les dames pour fournir le linge et le vêtement aux indigents, la distribution des soupes économiques aux indigents, etc. En second, il y a eu la prévoyance. On avait ajouté des institutions de secours mutuels, des caisses de retraite pour les infirmes et les vieillards, des assurances-vie, des cités ouvrières. Tout ceci étant la plupart du temps des réalisations philanthropiques patronales.
Ensuite, il y a eu l'association, la République conservatrice au début, la troisième, mettait en place des associations solidaristes. Premièrement, définit Muston, des coopératives de consommation établies avec le concours des patrons et un peu des ouvriers. La participation au bénéfice qui apparaît, des sociétés coopératives d'habitation et de vie en commun, des familistères, des sociétés coopératives de production, ce qui est un complément assez important, des sociétés de crédit qui sont apparues surtout dans d'autres pays, où ce sera poussé à fond, en Écosse, en Italie, en Allemagne, avec le système de Sulz-Delitzsch, qui va devenir un système bancaire coopératif. Et Muston explique doctement, il y aura toujours des pauvres, parce qu'on ne détruira ni la paresse, ni l'inconduite, ni la médiocrité intellectuelle, ni la maladie, ni la faiblesse physique, mais la société possède des moyens de combattre efficacement la misère, qui est produite par la révolution, la guerre, les crises politiques et sociales, les grèves, l'inconduite, la maladie, le démembrement des familles par la mort, l'alcoolisme, etc. Pour amoindrir le paupérisme, apprendre aux classes laborieuses à se préoccuper de l'avenir, gouverner leur vie, user de moyens à disposition contre le chômage, la maladie, les accidents et l'impuissance de la vieillesse. Et il importe d'ouvrir la lumière des esprits incultes par l'instruction obligatoire. Il faut même en même temps apprendre à l'ouvrier à épargner et à donner un emploi judicieux à son épargne. Par exemple, au travers des caisses de secours mutuels et des assurances de l'État. Et dans les coopératives, les ouvriers apprennent la puissance du capital, à fonder des coopératives de consommation et avec le capital ainsi créé, à fonder des entreprises industrielles sous la forme de coopératives de production.